Lorsque j'ai travaillé sur Riom, les services de l'inventaire général du patrimoine culturel étaient encore en DRAC, et j'avais été chargée en 1996, ça date déjà d'un certain moment, de l'inventaire du centre ancien de la ville de Riom, en collaboration au départ avec le chargé de mission du secteur sauvegardé qui s'appelait Gilles Séraphin. Et c'est avec lui que j'ai visité pour la première fois la demeure dont je vais vous présenter les vestiges, et j'insiste sur le terme de vestige, après ce que nous avons vu ce matin, du décor peint médiéval. Alors, je pense que je vais avancer ça. Voilà. Alors, voici un extrait de plan de la ville de Riom. Donc, Riom, c'est un rappel pour certains, est une ville située à une quinzaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. L'édifice dont il va être question se situe en bordure du noyau primitif de la ville, qui est l'ancien enclos ecclésial de l'abbaye Saint-Amable, dont vous voyez... Ah non, il ne faut pas que je me trompe. Donc l'ancien enclos ecclésial ici, et ici en noir, est représenté le gros œuvre de l'édifice médiéval dont il va être question. Il s'agit d'un rectangle qui fait à peu près 15 mètres de long par 8 mètres de large. Alors, un petit rappel aussi, Riom est entré significativement dans l'histoire à partir de la conquête de la région par Philippe Auguste en 1212. Et il avait fait de Riom sa capitale pour la terre royale d'Auvergne et l'avait confiée en 1241 à Alphonse de Poitiers. Et à cette époque, Clermont restait la ville de l'évêque. Alors, il s'agit du gros œuvre d'un édifice médiéval presque totalement escamoté depuis l'espace public, puisque la façade actuelle, qui est ici, de l'hôtel qui est dit hôtel Forget, a été entièrement reprise au XVIIIe siècle. À l'origine, l'édifice était composé d'un rez-de-chaussée et d'une salle haute sous charpente de toit apparente. Et le décor donc, dont je vais vous parler, ou les vestiges, se situent donc à ce niveau-là, au niveau des combles de l'hôtel du XVIIIe. La salle a été probablement entresolée, la salle haute médiévale a été probablement entresolée au moment où la façade était reconstruite. Cette salle haute médiévale disposait d'un éclairement assuré notamment par une grande baie géminée à colonnettes qui est percée dans le pignon sud, que vous voyez là. De cette baie, on n'aperçoit plus depuis l'extérieur que l'archivolte en arc brisé, ici. Et encore faut-il se rendre à l'étage de l'immeuble qui est situé en vis-à-vis de l'hôtel Forget, dans la rue de la Caisse d'épargne, pour l'apercevoir. Voici la baie telle qu'on en voit la partie basse depuis l'intérieur de l'immeuble mitoyen qui était venu s'appuyer donc contre l'hôtel Forget. Et voilà un détail de la colonnette dont la base est sculptée de petites fleurs de lys. Et ici, un relevé donc, de la baie en totalité, avec donc l'archivolte ici qu'on apercevait sur le pignon. Ici, ce qui est en pointillé, c'est l'épaisseur du toit actuel de la maison mitoyenne. Et là, vous avez la partie basse de la baie géminée dont seuls les voisins des propriétaires actuels de l'hôtel Forget peuvent profiter depuis leur salon. Alors du point de vue stylistique, je reviens quand même du point de vue stylistique, on peut noter d'ores et déjà que la modénature de cette baie s'apparente assez précisément à celle du chœur de l'église Saint-Amable qui avait été édifiée dans le second quart du XIIIe siècle. Et voici la charpente de toit qui va nous occuper, qui n'est plus visible donc que depuis les combles. Cette charpente de toit, donc, elle est en sapin et elle est constituée de 4 fermes triangulées dont les caractéristiques principales sont la faible pente, mais ça, toutes les maisons de Riom sont plutôt caractérisées par cette pente faible, l'entrecroisement des arbalétriers, ici, des entrées soutenues par des corbeaux très, très simplement moulurés, et des pannes intermédiaires, ici un cours de panne intermédiaire, et ici un cours de panne sablière, de part et d'autre. Voici ce que cela donne en coupe, donc la faible pente, les arbalétriers croisés, les entrées, les pannes intermédiaires et les pannes sablières. Et ici, vous voyez les rainures dans lesquelles ont été glissés les closoirs. Alors, on peut noter déjà que les pièces de la structure même sont particulièrement
bien équarris, ce qui est un argument qui plaide pour la visibilité, bien sûr, de cette charpente, sans compter les vestiges du décor. Alors, ça, c'est un de mes clichés. Alors, je dois reconnaître que j'ai mêlé de mes propres clichés aux clichés des photographes de l'inventaire. Et du coup, la qualité des images est plutôt inégale et je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, on retrouve ici donc, les arbalétriers croisés. Et on pense que après restitution, d'après le volume et les dimensions de la charpente actuelle, que le décor était constitué essentiellement de 224 panneaux peints, qu'à la RCPPM, vous appelez closoir. À une époque, quand j'ai publié, mais ça ne me dérange pas d'utiliser ce terme-là, quand j'ai publié, j'appelais ça un parédal. C'était le terme qu'utilisait Bernard Sourniat dans la demeure médiévale à Montpellier, mais bon, on va appeler ça closoir aujourd'hui. Donc, qui était glissé, donc ici, vous en avez un exemplaire, glissé dans les petites rainures que je vous ai montrées tout à l'heure, et qui, en fait, jouait le rôle de bordure de longs caissons dont les voliges formaient le fond ici. Mais les voliges ont été remplacés pour la plupart. Alors, il ne reste plus que 67 de ces closoirs en place, qui mesurent en moyenne 45 cm par 20. Et sur ces 67, seuls 37 ont conservé un décor plus ou moins lisible. Ce que je dénomme les planches faîtières, elles aussi étaient décorées. Ici, ce sont des planches faîtières. Alors, sur un fond bleu se détachent des étoiles. Elles ne se distinguent pas très très bien, mais dans le fond desquelles le laboratoire a trouvé des traces de feuilles d'argent. Donc, il faut imaginer des étoiles argentées. Quelques fragments de couvre-joint étaient peints qui subsistent également. De même que les deux cours de panne intermédiaires, attendez, je pense qu'elles se voyaient mieux sur on les verra, ah oui, ici, là, ces pannes intermédiaires, qui, elles, étaient marouflées de toiles de chanvre peintes d'un damier. Et on a enfin, comme support de décor, ces planchettes ici qui sont destinées à masquer le vide entre les closoirs et les pannes. Alors, concernant la mise en œuvre du décor, soit le bois donc était directement peint, soit, comme je viens de vous le dire, il était enveloppé d'une toile de chanvre peinte, et c'est le cas des pannes intermédiaires. Et il arrive aussi que des petits morceaux de toile ici aient été fixés à l'endroit d'accident du bois, comme des nœuds par exemple sur les closoirs, qui ensuite étaient peintes dans la continuité de la planche peinte, de la planche de bois, pardon. Alors, je suis désolée, c'est très foncé, mais tous les panneaux plutôt bleus ont très mal, ont noirci à cause de vernis postérieurs qui ont été ajoutés, et on lit bien moins bien les décors sur le bleu que sur le rouge. Alors, on a pu établir également que, comme c'est le cas le plus général, les planches étaient d'abord peintes, puis glissées dans les rainures ou assemblées. Concernant l'iconographie, ici en Auvergne, la première question qu'il fallait se poser était de savoir si on pouvait identifier un programme à visée héraldique dans ce qui subsistait de ce décor. Question suscitée bien sûr par la tradition régionale des salles armoriées, illustrée en particulier par le cas du doyenné de Brioude ou celui du château de Ravel. Brioude dont on va vous parler tout à l'heure. Mais un seul ici des 37 closoirs lisibles présente 2 écus, c'est celui-là. Alors, il s'agit d'un burlet d'argent et d'azur à gauche et d'un écartelé 1-4 d'argent à la tour d'azur, 2-3 d'azur à la tour d'argent. Alors, il s'agit de 2 écus qui n'ont pas été identifiés, mais d'après le spécialiste que j'avais consulté à l'époque, Michel Popov, il ne s'agirait en aucun cas de familles auvergnates. Par ailleurs, voici par exemple un lion. Je sais pas, en fait, vous ne le voyez pas très très bien, mais enfin ici on le distingue un petit peu. Un lion qui respecte les conventions et la raideur des meubles héraldiques. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est rampant, contourné, la queue tournée vers l'extérieur. Et ce lieu est encadré de 2 tours représentés comme des meubles héraldiques. Mais alors là, c'est pareil, je me rends compte que ce n'est pas très lisible sur la diapositive. On serait donc plutôt en présence de ce phénomène d'héraldisation de la vie quotidienne que Michel Pastoureau évoque et qu'il considère comme caractéristique des XIIe et surtout XIIIe siècles.
Donc l'intégration de nombreux motifs héraldiques semblerait donc plutôt là pour donner l'idée d'armoirie, d'après lui. Comme ici encore, et finalement sur le noir et blanc, on voit mieux le décor. Ici, une fleur de lys encadrée de 2 tours, représentées à nouveau comme des meubles héraldiques. Les tours sont crénelées avec porte centrale et s'élèvent sur des petits tertres stylisés. J'attire d'ailleurs tout de suite votre attention sur un petit détail ici qui concerne la fleur de lys, l'enroulement des pétales latéraux ici, qui d'après le même Michel Popov est un élément datant. Alors voilà tout ce que j'ai du point de vue strictement héraldique et pour ce qui est de la notion du programme, donc pour lequel la question reste en suspens, viennent ensuite les sujets non héraldiques qui sont le plus souvent assimilables à ce que j'ai bien aimé reprendre de ce que Baltrusaitis écrit, c'est-à-dire il les désigne du terme de drôlerie. Et parmi ces drôleries, on peut distinguer 4 groupes, les êtres hybrides, les motifs végétaux, les animaux et les motifs géométriques. Alors pour le premier groupe qui était celui des êtres hybrides, j'avais classé la sirène, mais depuis tout à l'heure, je me demande s'il ne faut pas que je la classe parmi les animaux. Donc une sirène qui tire la barbe de 2 têtes de dragon ici, qui sont aux extrémités de sa queue bifide. Ici, donc des oiseaux à tête humaine, coiffés de bonnets, dont les queues se retrouvent prises dans des entrelacs. Et donc là, on retrouve, vous voyez, la panne marouflée du damier. Et puis voici la version bleue de cette version plus lisible en rouge. Ici, des sangliers qui sont représentés de manière un petit peu fantaisiste, émergeant de végétation et suspendus tous les 2 par le dos au même anneau. Et ici, un dragon, ou pour adopter à nouveau la terminologie de Baltrusaitis, qu'il appelle les quadrupèdes à 2 pattes. Et je trouve ça assez intéressant, en effet, parce qu'ils se tiennent comme des quadrupèdes, mais voilà. Et donc, ils ont cette queue épanouie en fleurs à 5 pétales, et ils crachent une feuille. Alors voici la version rouge. Alors profitez de ce closoir-là parce que c'est celui finalement qui est le mieux conservé pour vous rendre compte de la qualité quand même du dessin des motifs. Le deuxième groupe est végétal et ici je vous présente donc la version rouge et la version bleue d'un motif végétal qui est formé de trilobes au centre desquels trônent des espèces de pommes de pin stylisées. Ici, des marguerites à 6 pétales, ronds et réguliers, que Patricia Stirnemann a rapproché, enfin c'est encore une des spécialistes de la BNF que j'avais consultée à l'époque, qui a rapproché ces marguerites des lieux communs qu'elle trouvait sur les vitraux du centre et de Bourgogne. La troisième série serait donc celle des animaux. Elle est dominée, mais toujours à l'échelle de mon corpus de 37 closoirs sur 224, par les oiseaux. Alors, ils peuvent être ces oiseaux passants, comme ici, ou de face, ici, comme ces 2 aigles aux ailes éployées et à la tête de profil, ou entrelacés. Alors, je ne sais pas si vous distinguez bien, cette composition fantaisiste qui tient à la fois de l'héraldique, avec la fleur de lys que forment les 2 queues des oiseaux qui sont entrelacés au centre et leur corps de part et d'autre. Ou bien voici des animaux affrontés ici, comme ces 4 brochets affrontés 2 à 2. D'après les spécialistes, là encore, les brochets sont reconnaissables au fait qu'ils aient un museau plat. Et il faut noter ici aussi les bombix. Alors, Monsieur Puchal, ce matin, parlait d'abeilles. D'après François Avril, ce seraient des bombix. Alors, je ne sais pas, qui sont ici disposés en ligne. Et d'après lui, d'après François Avril, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France et spécialiste dans l'huminure, il s'agirait d'une représentation particulièrement rare.
Enfin, la dernière série est celle des motifs géométriques. Donc, vous avez aperçu plusieurs fois le damier du marouflage des pannes intermédiaires. Il subsiste aussi les classiques triangles inversés bleu et rouge ou blanc qui décorent les chanfreins des couvre-joints. Ou alors, il y a encore ces étoiles à 8 branches tracées au compas et non au pochoir, comme les étoiles des planches faîtières et qui ornent ici un closoir. Quant au semis de 3 petits points jaunes sur le fond rouge qui animent tous les fonds des closoirs, il s'agit également d'un grand classique depuis les enluminures d'époque carolingienne jusqu'au XIVe siècle. Concernant l'organisation du décor, alors à l'échelle de chacun des closoirs, en matière d'organisation ou de composition, on trouve beaucoup la composition axée sur un élément central encadré de 2 motifs identiques, mais l'intervenant précédent en a parlé de ce type de composition, comme le lion que je vous ai montré, ou la fleur de lys encadrée de 2 tours, ou bien 2 motifs sont disposés symétriquement, comme les animaux affrontés, opposés ou entrelacés, ou bien les closoirs donnent l'impression de fragments de frise, un petit peu comme ici, comme les étoiles ou les bombix. Il y a aussi des motifs tapissants, comme ici, ces 2 closoirs, à base de quadrillage ou d'entrelacs, ou enfin, le closoir reçoit un motif unique, comme c'est ici le cas du dragon ou quadrupède à 2 pattes, que je vous ai montré tout à l'heure, ici donc sa version rouge et sa version bleue un peu moins lisible. Quant au principe général du décor, reste la succession dans un même alignement d'un sujet dans sa version rouge puis dans sa version bleue. Par exemple, ce dragon bleu ici, vous en apercevez l'amorce ici juste à côté du dragon et en fait 2 à 2 ils se regardent. Dans la peinture médiévale d'ailleurs c'est un type d'alternance qui est observé fréquemment. Une manière aussi de composer à rayons d'un versant de la pente de toit à l'autre. C'est-à-dire que de part et d'autre du fait du toit, en face à face en quelque sorte, un sujet bleu répond à un sujet différent en rouge. La série la plus longue encore en place et que nous avons pu observer est composée de 9 closoirs seulement. Il s'agit en fait d'entrelacs qui succèdent à des harpies entrelacées, enfin, ou des oiseaux à tête humaine, je ne sais pas comment les désigner, les fameux dragons, puis finalement les trilobes végétaux. Et cette série de 9 donc, contredirait à nouveau la notion de programme à visée héraldique. Mais en même temps, mon échantillon restant modeste, la réponse concernant le programme, finalement, n'est pas encore tranchée. Et ne pourra certainement pas l'être. Alors, la technique des peintures, voici des diapositives un peu rébarbatives, mais bon. Sur cette question, nous avions fait appel au laboratoire de recherche des monuments historiques ainsi qu'à l'expertise de Marie Pasquine Sub-Picot. 44 échantillons ont été prélevés par le laboratoire. Les pigments utilisés correspondent à ceux dont Cennino Cennini écrit au début du XVe siècle qu'ils ne peuvent pas être travaillés à fresque. Il s'agit de l'or-piment pour le jaune jusqu'à l'orange, de l'azurite pour le bleu, du vermillon, du minium et de la laque pour le rouge et du blanc de plomb. Il ne manquerait par rapport à la liste de Cennino Cennini que les pigments signalés, parmi ces pigments, que le vert de cuivre. Et il semblerait que le vert, ici, il y en a peu, il en subsiste juste sur les petites planchettes qui masquent le vide entre closoir et panne. Et il aurait été, c'est une question que pose le laboratoire par un mélange entre un jaune et un bleu. Les fonds rouges, par exemple, sont formés en général d'une couche de colle, puis un enduit au plâtre avec probablement de la caséine en surface, une couche orange de minium, puis une couche de rouge brillant qui serait constituée d'une résine végétale du type gomme-lac. Le tout recouvert d'une couche brune, d'un vernis appliqué, mais qui a été appliqué dans un second temps. Ça, le laboratoire a été assez formel. Pour le fond bleu, donc voilà encore une stratigraphie, on aurait une couche de colle, un enduit au plâtre avec parfois de la caséine, une couche de blanc-gris obtenue avec un mélange de blanc de plomb, de charbon de bois et d'huile. Puis une couche de bleu, mélange d'azurite et de blanc de plomb. Le tout recouvert du vernis du type gomme arabique. On aura noté donc que de l'huile a été détectée par endroits, utilisée comme liant,
présence dont Marie-Pasquine Sube-Picot écrit qu'elle est une tradition attestée dans l'orbite des cours royales de France et d'Angleterre. On ajoutera aussi qu'aucune trace de dorure n'a été repérée, mais que les fonds des étoiles alignés sur les planches fêtières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont conservé des traces de feuilles d'argent. Concernant, et pour résumer sur le style et la datation, j'ai déjà eu l'occasion donc d'évoquer certains éléments datants au moment de l'analyse de la baie géminée du Pignon, donc qui pouvait être datée et qui semblait contemporaine de l'architecture du chœur de l'église Saint-Amable, de la référence à l'héraldisation de la vie quotidienne, dont parle Michel Pastoureau, lors de la description des fleurs de lys dont les extrémités des pétales latéraux sont enroulées. J'ai insisté un petit peu dessus tout à l'heure. On peut encore ajouter l'analyse de François Avril qui concerne le traitement de la végétation, encore roman d'après lui. Ce qui l'a conduit à dater stylistiquement le décor du deuxième quart du XIIIe siècle. Et puis l'analyse dendrochronologique des pièces de bois que nous avions commandées au laboratoire de Besançon, dont les cernes sont synchrones avec les cernes observées sur les tranches des closoirs peints, a donné la date de 1238 ou 1239 comme date d'abattage des sapins utilisés, avec une mise en œuvre bien sûr des bois verts. Accessoirement, cela donne d'ailleurs à la représentation des bombix, que je vous ai montré tout à l'heure sur le closoir où ils étaient à 3 alignés, une valeur d'unicum pour la période, toujours d'après François Avril, qui déclare ne les avoir vus dans les enluminures qu'à partir du XIVe siècle. Alors c'est ainsi que, en 2006, la charpente et son décor peint ont été classés au titre des monuments historiques. Et au moment du classement, la question avait été envisagée de son dépôt dans un musée. Mais il a été jugé préférable, pour la mise à disposition au public du décor, d'en commander la copie à un artiste peintre, Valentin Scarlatescu. Les copies des closoirs ont alors été présentées à l'exposition Le dévoilement de la couleur, qui s'était tenue à Paris à la Conciergerie en 2004. Par ailleurs, voici le seul autre décor peint découvert lors de l'enquête menée par le service de l'inventaire général dans Riom Intramuros. Il s'agit beaucoup plus modestement d'un faux appareil bleu foncé à joint double rouge, découvert dans un niveau de cave, confirmant ainsi ce que Bernard Sourgna disait des enquêtes sur les périodes anciennes, que les greniers, les caves et les fonds de placard se révélaient les meilleurs viviers pour les découvertes. Et enfin, voilà, si vous souhaitez retrouver les éléments que je viens de vous énoncer sur ce décor, je vous renvoie ici donc à l'article que nous avions publié avec Gilles Séraphin dans le bulletin monumental en 1999. Et ensuite, ici, ce sont les références du catalogue de l'exposition dans lequel vous pouvez trouver les copies du décor peint de Riom. Voilà, je vous remercie.